shit, we're going down. Hey, shit. Any airplane that could guide us in Aero Peru that may be around or somebody? Don't tell them anything about that. Yes, because right now we're stalling. We're not stalling. It's fictitious. Depuis le 11 septembre 2001, le débat sur l'autorisation de port d'armes des pilotes de ligne est vif aux États-Unis. Il est relayé par la femme d'un des commandants de bord victime de l'attentat contre le World Trade Center. Peut-on atteindre le niveau maximum de sécurité? Tout de suite, y a-t-il un terroriste dans l'avion? Une question qui hante quotidiennement les services de sécurité des aéroports. September 11th will forever be considered America's darkest day. September 11th will forever be our family's darkest day. And even in her darkest hour, Victor Saraceni's widow held on tightly to her daughters and bravely spoke to hundreds of mourners. The folded flag honored her pilot husband, a former naval aviator killed 1 week ago today on United Flight 175. Je pense que tout le monde a été affecté par le 11 septembre, même si c'est à des degrés divers. Le monde entier a été affecté par le 11 septembre. Je me suis mise à penser à tout ça. Je me suis mise à faire des choses, à essayer de les faire bouger à ma façon. Quelqu'un m'a dit qu'un groupe de personnes se réunissait pour obtenir que les pilotes soient armés. Ils m'ont demandé si je voulais me joindre à eux. J'y ai réfléchi un moment, et puis j'ai accepté. Et ça leur a fait vraiment très plaisir de m'avoir à leur côté parce que ma façon de voir les choses par rapport à ce qu'ils voulaient faire était différente. Et puis c'était des gens qui étaient prêts à entendre ce que j'avais à dire. Depuis le 11 septembre 2001, Hélène Saraceni a voulu donner un nouveau sens à sa vie. Sa souffrance, elle l'a mise au service d'un combat singulier, obtenir que les pilotes soient autorisés à porter une arme. Ce combat qu'elle a pratiquement gagné aux États-Unis, elle veut l'étendre à un monde embrasé par le conflit avec l'Irak. Hélène se demande aujourd'hui quelles mesures sont prises pour lutter contre le terrorisme aérien et quelles en seraient les conséquences. Nos reporters ont donc enquêté pour elle et lui ont soumis les éléments au fur et à mesure. Hélène, est-ce que vous pensez que si les pilotes avaient été armés le 11 septembre, ça aurait véritablement changé quelque chose? Oui, absolument. Je pense que si les pilotes avaient été armés, cela leur aurait certainement permis de prévenir tout ça. Qu'espérez-vous maintenant, Hélène? J'aimerais que vous vous serviez de votre tribune, de ce documentaire, pour mettre sur la table toutes les questions qui se posent ici et là. Je pense qu'il y a toutes sortes de points de vue en Europe, aux États-Unis et dans le monde, sur lesquels on a besoin de réfléchir et d'enquêter, sur comment assurer la sécurité et permettre à tous de vivre en paix. Nous sommes allés en France, aux États-Unis, en Belgique ou encore en Afrique pour montrer à Hélène tout ce qui a été fait dans le monde de l'aviation civile, à toutes les étapes d'un voyage aérien. Je rappelle que le premier acte de piraterie aérienne, c'était en 1931, au-dessus de l'équateur, un détournement d'avion. Le deuxième, c'était en 1933, un citoyen américain, qui d'ailleurs a eu droit à la chaise électrique après, qui a fait exploser un avion. Et depuis ces dates-là, il y a eu à peu près, à travers le monde, 1500 actes terroristes, détournements, attaques contre un avion, contre des passagers, contre des installations. Est-ce que la culture de sûreté a fondamentalement changé dans les aéroports depuis le 11 septembre? Je crois qu'il y a eu un phénomène d'accélération de la mise en œuvre des mesures de sûreté qui existaient déjà, qui étaient programmées pour monter en puissance, et on a fait plus vite que ce qui était initialement prévu. La TSA, l'Agence à la sécurité des transports, a été créée par une loi du Congrès en novembre 2001, à la suite des attentats du 11 septembre contre les États-Unis. Le but de cette TSA est de placer notre système de transport sous un parapluie sécuritaire, dans un nouveau réseau de sécurité. Bien entendu, l'objectif premier est de sécuriser les transports aériens aux États-Unis, où se fixe l'attention et les ressources de la TSA. Depuis le 1er mars, nous sommes devenus l'une des 22 agences fédérales à être rattachées au nouveau département de la sécurité intérieure.
Et est-ce qu'il y a déjà eu des attentats sur les avions à partir du territoire européen? Alors non, il n'y a jamais eu de détournement d'avion au départ d'un pays européen. C'est toujours à l'arrivée que nous avons été ciblés. Jamais au départ, donc notre sûreté n'a jamais été prise en défaut par un acte précis. À Roissy, on compte chaque année 49 millions de passagers. Première étape, le contrôle des bagages. Pour ce seul aéroport, une centaine de machines à rayon X supplémentaires ont été achetées et 260 millions d'euros ont été déboursés en 3 ans. Seconde étape, les voyageurs eux-mêmes qui doivent désormais montrer patte blanche. Bien évidemment, les passagers sont eux-mêmes contrôlés à travers les magnétomètres, les portiques. Nous avons affiné la sensibilité de ces équipements. Ensuite, le contrôle aux frontières est lui aussi devenu draconien. Pour le contrôle des personnes, on a tous les passagers au départ passent sous le poste d'inspection filtrage. Ensuite, dans le domaine du renseignement, je pense que les échanges se sont multipliés et que les contrôles transfrontières se sont doublés de notes d'attention et de surveillance de certains types de populations, certaines personnes identifiées. Mais avant les voyageurs, c'est le personnel lui-même qu'il s'agit de contrôler pour sécuriser l'aéroport. À Roissy, plus de 60 000 salariés travaillent soit pour les compagnies aériennes, soit pour les sous-traitants. Après le 11 septembre, on a repris à zéro toute l'opération contrôle de badge des personnels de l'aéroport et on a hologrammé, on appelle hologrammage, donc une surimpression sur le badge qui nous a permis de repasser au fichier police toutes les personnes détentrices d'un badge sur l'aéroport et on s'est effectivement rendu compte que de nombreuses personnes n'avaient pas rendu leur badge, que des entreprises n'avaient pas restitué les titres de passage. Voilà, il met votre numéro de badge, votre numéro de support, votre validité de badge. C'est la même photo, c'est la même personne. Donc mademoiselle peut aller travailler. La multiplication de ces contrôles vise tout le monde, sans discrimination. Est-ce vraiment efficace? Ce qu'il faut, c'est contrôler de façon beaucoup plus approfondie tout ce qui s'affaire autour des avions de ligne, que ce soit les traiteurs ou le personnel de nettoyage. Je pense que si l'on passait au peigne fin les 10 dernières années de vie de tous ceux qui ont accès à ces avions, eh bien, très peu d'entre eux survivraient à l'examen. Oui, très peu d'entre eux. La réalité, c'est qu'à New York comme à Paris, le personnel chargé de contrôler les bagages est en majorité d'origine immigrée. Pour éviter les réactions primaires, après le 11 septembre, en France par exemple, on avait préféré, jusqu'à ces images, interdire toute caméra de télévision dans cette zone de l'aéroport. Bagages, passagers, personnel, fret, la sûreté ne s'arrête pas au terminal lui-même ou à l'avion. C'est toute la zone aéroportuaire qui est sous surveillance. Le tarmac, l'accès aux pistes ou les abords de l'aéroport. Alors ce type de véhicule que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle un véhicule, un VBRG, véhicule blindé sous roue gendarmerie, et déployé essentiellement pour les vols sensibles. Les missions de ce type de véhicule se limitent en fait à assurer la sécurité des vols qui arrivent ou qui décollent de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. Et il y a une mission également, ils ont une mission annexe qui est la surveillance des différentes clôtures qui servent en fait la zone réservée. Et c'est quoi un vol sensible? Alors, le vol sensible, il y a tout cela est répertorié dans un document tenu secret. Les avions eux-mêmes n'ont pas échappé à la fièvre sécuritaire. Pour voir ce qui a changé dans leur conception, nous nous sommes rendus à Toulouse, là où sont assemblés les Airbus. La compagnie européenne a même créé un nouveau poste au lendemain des attentats, celui de Monsieur Sûreté. Les normes internationales ont été modifiées depuis le 11 septembre. Tous les cockpits vont désormais devoir être équipés d'une porte blindée. Nous sommes ici à bord d'un avion A330 qui va prochainement être livré à Air France. Et cet avion a reçu déjà la configuration porte blindée. Vous pouvez déjà voir son épaisseur qui est assez considérable. Ici, vous voyez le dimensionnement à la fois des verrous et du mécanisme lui-même. La structure est considérablement renforcée. Vous voyez la largeur de ces montants. Et en même temps, ils incorporent ici, vous les voyez, donc les commandes
les gâches électriques, les 3 gâches électriques qui permettent le contrôle à partir de l'interrupteur. Quand je fais cette opération, je déverrouille la porte. Voilà, vous lâchez. Et dès que je relâche, automatiquement c'est verrouillé. Et ces portes blindées, elles peuvent résister à n'importe quoi ou elles peuvent résister seulement à certains projectiles? Non, on ne peut pas résister à n'importe quoi. Il a fallu définir les projectiles qui pourraient être éventuellement montés à bord d'un avion et passer inaperçus au niveau du contrôle. Alors, pourquoi a-t-il été choisi le 9 mm et le 44 Magnum? C'est parce que ce sont des armes qui sont en quasi-vente libre aux États-Unis. Donc, tout le monde, à la limite, peut acheter assez librement. Et donc, qu'on peut éventuellement arriver à cacher donc, pour emporter à bord d'un avion. Que faire si la porte blindée se révèle insuffisante pour empêcher un terroriste d'entrer dans le cockpit? Le Congrès américain a voté une loi autorisant les pilotes à être armés pour se défendre. Une loi pour laquelle Hélène s'est battue. The arming of airline pilots has been championed not only by the pilots themselves, but by members of Congress and the majority of the public. It has been theorized that because the September 11th hijackers were armed with only box cutters, armed pilots would probably have been able to neutralize them before any significant loss of life took place. Le débat est très vif pour savoir si les pilotes devraient être armés ou non. Personnellement, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Même les pistolets paralysants? Pas de pistolet. Aucune arme de quelque type que ce soit. Donc, si les pilotes ne peuvent être armés, la seule chose dont on doit s'assurer, c'est qu'aucune arme ne pénètre dans l'avion. Qu'aucune arme ne passe les contrôles. Je suis d'accord avec Andy sur les armes paralysantes. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Elles sont trop contraignantes. Quant au port d'armes, cela doit être laissé à la volonté de chacun. Ceux qui sont contre devraient être en droit de ne pas en porter. En revanche, ceux qui le souhaitent devraient y être autorisés. Du côté européen, peut-être parce que nous n'avons pas le même rapport avec les armes que du côté américain. Du côté européen, il y a beaucoup de réticences. Et si vous êtes armé, ça incite à plus de violence éventuellement pour prendre le contrôle de l'avion. Donc notre but, c'est de préserver l'avion, les passagers et l'équipage, bien sûr, et non pas de créer des zones de tension, des zones de conflit dans l'avion. Alors là, vous voyez, je ne suis pas d'accord. C'est l'ultime argument de la défense. Par rapport au nouveau programme mis en place par la TSA, on a ajouté des conditions d'application si strictes que je me demande à quoi on veut aboutir. Nous avons beaucoup de pilotes militaires qui travaillent dans le civil. J'ai un ami qui a effectué un vol l'autre jour avec à son bord des armes nucléaires. Ensuite, il reprend un vol commercial, mais pour l'autoriser à porter un pistolet sur ce type de vol, on lui avait fait passer un tas de tests psychologiques. Alors qu'à bord d'un avion militaire, ce sont des armes nucléaires qu'il porte. Ce programme vient d'être mis en place. Alors on vient juste de commencer à former la première classe de pilotes, à qui l'on a donné une véritable formation d'agents fédéraux de renfort. Ils assureront l'intérim. Cette formation est prise très au sérieux. Elle demande du temps, entraîne à l'utilisation d'armes mortelles, pas uniquement à la façon dont on pointe une arme et on tire, mais aussi à décider quand y avoir recours. À défaut d'armer les pilotes, certaines compagnies américaines et européennes ont décidé d'embarquer des Air Marshals, des shérifs armés, à bord des vols sensibles. Air France, par exemple, on a décidé de mettre des agents de sûreté à bord des avions, spécialement formés et entraînés. Aux États-Unis, la FAA, TSA maintenant a mis également des agents. Ces agents fédéraux de sécurité, on en comptait guère plus de 40 avant le 11 septembre 2001. Aujourd'hui, ils sont des milliers. Je ne me suis jamais occupée de la paperasserie. C'est Victor qui le faisait. Il a fallu que je reprenne tout ça et que je m'occupe d'une chose après l'autre. Des choses qui me tenaient beaucoup à cœur et qu'il fallait que je prenne en charge. Mais je n'ai pas pu tout faire. Je n'ai même pas assez de place pour toutes ces affaires. Il y a des journaux dans lesquels on parle du 11 septembre. J'en ai 2 cartons pleins. Ça, c'est un tableau des photos des victimes. Voilà Victor. Là, il y a des choses sur le mémorial. Et voilà un autre email.
Mais les mesures prises ne s'arrêtent pas là. D'autres sont en préparation pour le futur. Nous envisageons aujourd'hui des systèmes de détection de traces d'explosifs au passage des filtres passagers qui permettent, au moment de l'embarquement, de contrôler les passagers. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment prévu. Nous essayons en permanence d'adapter nos mesures à ce que nous pensons être l'évolution de la menace. Il aura un dispositif, mettons, ce ne sera pas celui-là, mais mettons, il aura un dispositif qui permettra à ce moment-là donc de signaler au trafic qu'il a eu un acte de terrorisme, donc il va envoyer automatiquement le code hijacking, qui est le code 7500, et à ce moment-là, le trafic saura que cet avion est sous l'emprise de terroristes. Techniquement, il existe au moins deux types de réalisations qui montrent qu'on peut contrôler un appareil à partir du sol. Ce sont les drones, tous ces avions sans pilote qui viennent d'être réalisés par différents pays. Et puis ensuite, vous avez une expérimentation qui a été faite récemment aux États-Unis avec un Boeing 727, donc un triréacteur, qu'ils ont fait poser automatiquement, qu'ils ont fait décoller, qu'ils ont fait poser sans pilote, donc dans un désert, pour évidemment ne pas avoir de risque d'accident. Donc ça pose un autre problème, c'est finalement si on peut piloter cet avion à partir du sol, qui dit qu'un jour les terroristes ne prendront pas ensemble cette station, et à ce moment-là contrôleront cet avion, mais le contrôleront à mauvais escient. Donc pour aller le projeter sur une tour, je le sais. Bientôt, les passagers devront aussi passer par des détecteurs d'explosifs. Autre suggestion, que des contrôles approfondis visent certaines catégories de population. Tous les pirates de l'air, tous les terroristes identifiés à ce jour avaient, disons, entre 20 et 45 ans. Et bien sûr, ils étaient tous originaires du Moyen-Orient. Ça ne veut pas dire qu'un pirate de l'air ne puisse pas venir de n'importe quelle autre région du monde. Mais ça veut dire aussi qu'on doit se concentrer sur les zones où l'on sait qu'il existe un problème potentiel. Je pense qu'on ne peut absolument pas cibler toute une population. Il faut surveiller des individus, des comportements, des mauvais process. En aucun cas cibler et stigmatiser et montrer du doigt une population complète dont 95% n'ont pas du tout l'intention de nuire à quiconque. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les Américains ont obtenu l'accès aux fichiers des compagnies européennes afin de recueillir tous les renseignements sur les passagers qui se rendent aux États-Unis. Il faut savoir que ces fichiers contiennent des données sensibles comme le numéro de carte de crédit ou encore les habitudes personnelles. On est là à la limite de l'atteinte aux libertés publiques. Il est clair qu'en Europe, nous sommes peut-être, et paradoxalement, plus sensibles à la protection des libertés individuelles qu'aux États-Unis, qui sont pourtant le pays de la liberté. Et nous sommes confrontés à ce problème de la frontière entre sûreté aérienne et liberté individuelle dans nos relations avec les États-Unis, lorsque les Américains nous disent « Nous voulons accéder au système informatique de réservation pour avoir toutes les données relatives aux passagers. » Le seul problème, c'est que c'est par ce système qu'on recueille les informations nécessaires sur l'identité des individus. Si on pouvait nous donner la garantie que ces renseignements sur les personnes passant un contrôle ne seront pas utilisés par d'autres services que ceux de la sécurité, cela serait idéal. Mais si on parle de droit, quel droit a eu mon mari le 11 septembre? Absolument aucun. Et donc, s'il est bien dommage de devoir en passer par le retrait de certains droits à certaines personnes, je pense néanmoins que c'est la route à suivre. En dépit de cette débauche d'efforts, la sûreté a ses limites. À chaque étape des contrôles ou presque, on constate des failles. Par exemple, on saisira une lime à ongles, mais on laissera embarquer un passager qui a acheté des bouteilles d'alcool, commerce oblige. Or, une bouteille peut être une arme très dangereuse. Notre travail consiste à sensibiliser les passagers pour le bagage qu'ils portent en cabine, à ce qu'ils n'aient pas des objets tranchants, pointus, tout ce qui peut être dangereux dans la cabine. Et un passager qui passe, par exemple, avec une bouteille de vin... Ils ont le droit de le porter en main. De même, les nouvelles armes en céramique ne peuvent être détectées. Et que faire contre un commando entraîné à tuer à main nue? Il suffit aussi de se tenir en dehors de la zone aéroportuaire et de tirer des missiles sur des avions en phase de décollage ou d'atterrissage, comme on l'a vu récemment au Kenya. Le périmètre de sécurité est certainement une question qu'étudie de près la TSA, qui travaille à ce que dans tous les aéroports, ce périmètre soit élargi.
Il y a aussi d'autres agences avec lesquelles nous travaillons de façon à étendre en quelque sorte ce périmètre au-delà de la zone aéroportuaire et avec qui nous analysons en détail ce dont nous avons besoin pour parer à cette menace et pour la neutraliser avant qu'elle ne fasse des dégâts. En fonction de la détermination d'un groupe de terroristes ou de la distance à laquelle il se met de l'aéroport, on peut estimer qu'il existe toujours un risque d'atteinte aux aéronefs, y compris quand ils sont en approche finale. Mais ça, c'est à plusieurs kilomètres de l'aéroport. Au risque de transformer toute la région en blocos, je vois mal comment on pourrait opérer. Ça serait transformer en fait la région de l'aéroport en zone militaire. Et puis ensuite, il faudrait protéger cette même région. Et donc on peut comme ça travailler en cercle concentrique, on peut aller assez loin. Tous les aéroports du monde ne sont pas aussi sûrs que Roissy ou JFK. Le danger peut venir d'ailleurs. Les pays pauvres, en particulier, n'ont pas les moyens d'acheter des machines coûteuses. Exemple, à Cotonou, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Voilà. Oui, là, il y a certainement un manque de sécurité. Vous allez voir que la machine qui permet de contrôler les bagages à main était en panne. La machine a finalement été réparée. Au cours de l'enquête que nous avons menée, il y a quand même 2 points sur lesquels on peut voir qu'il y a là pour le coup de réelles améliorations à apporter. Et je crois que le point le plus angoissant, outre les aéroports de pays pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer, je dirais, des mesures de sûreté, il y a le contrôle aérien. Je voulais poser une série de questions, comme par exemple, est-il possible qu'un groupe terroriste prennent en otage ou prennent le contrôle d'un centre de contrôle aérien? Je ne parle pas des tours de contrôle dans les aéroports qui sont évidemment dans une zone sécurisée, mais les centres de contrôle qui se trouvent en ville, à la campagne. Je voulais aussi savoir s'il était possible d'entrer dans les systèmes informatiques des contrôleurs aériens pour faire la même chose, mais à distance. Personne n'a voulu répondre à ces 2 questions qui me semblaient manifestement simples. Ça a été, les portes se sont fermées les unes après les autres. À mon avis, il se pourrait qu'ils se sentent menacés d'avoir à discuter avec vous et devant les caméras du fait que ces gens pourraient infiltrer notre système. Ils peuvent y pénétrer et perturber le déroulement des choses. Il se pourrait aussi qu'ils aient peur d'admettre que quelque part, ils sont vulnérables. Finalement, j'ai pu rencontrer un des responsables d'Eurocontrol à Bruxelles. Eurocontrol, c'est un organisme européen qui se charge de répartir les trafics entre les différents centres de contrôle aérien nationaux. Le problème de sûreté, il va se poser. Est-ce que je suis sûr que mes 1636 personnes qui peuvent accéder à mes calculateurs et qui sont réparties en 283, ce sont les centres de contrôle, Maastricht, Athis-Mons, etc. Est-ce que ces gens-là peuvent foutre en l'air mes calculateurs? Bonne question. Alors? C'est la question qu'on se pose, je dirais, tous les jours. Et tous les jours, on cherche à améliorer notre système. Vous avez donc quelqu'un que vous payez pour mettre à l'épreuve votre système? Absolument. Non, je vous le jure. Imaginons donc que quelqu'un de mal intentionné rentre dans votre système. Oui. Quel type de dégâts peut-il faire? Le terrorisme, ça peut être amener quelque part une situation de chaos. Mais là, on est vraiment dans la science-fiction, parce que j'essaye d'imaginer la répercussion de mon service sur cet ensemble. Eh bien, on pourrait imaginer à ce moment-là que tout d'un coup, vous n'avez pas de décollage au départ d'un aéroport et vous vous retrouvez avec 3000 passagers en train de hurler dans les aérogares. Situation de panique, situation de crise. Donc en fait, ce qu'avoue à demi-mot ce monsieur, c'est que la sûreté du contrôle aérien n'est toujours pas assurée. Je dois dire que ça m'a, moi personnellement, un tout petit peu effrayé. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. J'étais justement en train de penser à ça.
Ce qu'il y a, c'est que nous sommes face à des gens très déterminés, et dans ce cas-là, vous savez que rien ne les arrêtera. Cette menace est là tout le temps, alors quoi faire? On ne peut pas vivre constamment dans la peur, alors on continue. On continue de prendre des avions si on doit les prendre. On continue de voyager en utilisant d'autres moyens de transport si l'on préfère. Mais les choses ne vont pas s'arrêter. Bien sûr, on peut toujours rester cloîtré chez soi. Mais on peut aussi en sortir, faire confiance aux gens pour faire ce qu'il faut, du mieux qu'ils le peuvent, et continuer. Alors, puisque tout reste possible, à quoi sert réellement ce déploiement de force? Eh bien, pour l'essentiel, à rassurer les passagers, autrement dit, les clients. Et comme c'est une question de survie, si vous voulez, de notre activité, il est bien évident qu'on ne peut pas prendre le moindre risque ou faire la moindre impasse à ce sujet. Donc sécurité et sûreté, c'est le contrat minimum de confiance qui nous lie non seulement à nos clients, mais également vis-à-vis de nos personnels navigants. La sûreté est également un argument commercial, bien sûr. Et lorsqu'on peut regarder d'autres compagnies qu'on appelle des compagnies à bas prix aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils mettent les mêmes moyens en termes de sûreté, les mêmes investissements que les compagnies dites major. La marge bénéficiaire des compagnies aériennes, c'est compris entre 4 et 5% du chiffre d'affaires, ce qui est très peu de choses. Et la moindre peur se ressent immédiatement sur la fréquentation et les compagnies aériennes peuvent disparaître du jour au lendemain. C'est assez effrayant de voir l'impact que les gens peuvent avoir sur ces grandes compagnies, combien ils peuvent les rendre vulnérables et en si peu de temps. On sait depuis des années et des années que quelque chose comme le 11 septembre pouvait se produire. Tout ça est planifié depuis longtemps. Alors si ça a été activé il y a des années et des années, qu'est-ce qu'ils font depuis, si ce n'est bien sûr trouver d'autres formes d'action? Mais alors, que fait-on de cette information? Vous savez qu'ils vont recommencer. Après coup, il est facile de dire ce qu'on aurait dû faire et vers où nous aurions dû diriger nos énergies et notre attention. Mais nous ne savons pas jusqu'où ils vont aller. Près de 2 ans après le 11 septembre, Hélène Saracini n'est finalement pas sûre qu'avec la meilleure volonté du monde, on puisse prévoir toutes les parades à des menaces terroristes. Pour la suite, elle se demande si des mesures techniques peuvent à elles seules représenter la réponse au terrorisme. And your level is 10,000 feet and a distance of 32 miles northwest of Lima. Hey, shit, we're going down. Hey, shit. The airplane that could guide us in